comment a performé le fonds Europe Small d'Indépendance AM sur le mois d'août 2025. C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également partager mon contenu sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous donner mes actions favorites dans ce fonds qui a beaucoup d'actions intéressantes puisque c'est un fonds value. Alors quality value, hein, comme ils le définissent eux-mêmes ici. Donc même stratégie que le fonds France d'Indépendance AM, mais cette fois-ci, on est plus européen, donc on est moins pondéré sur la France. Ça se voit ici. On a une répartition qui est plus, voilà, bon, on a quand même une 25% de la répartition qui est sur la France, mais bon, la France a quand même un marché boursier intéressant comparé à ses voisins, mais on est quand même diversifié sur le reste de l'Europe, Espagne, sur l'Italie notamment aussi, qui est intéressant comme marché. Au niveau de la performance, on est sur un fonds qui performe très bien, hein, qui suit la même stratégie que le fonds France. Donc, il n'y a pas de raison qu'il performe pas de manière équivalente. Donc, il a moins d'historique, évidemment. Il est géré depuis 2019, ce fonds. Bon, on fait 183% depuis cette période, donc sur 6 ans, ce qui est plutôt pas mal. L'indice de référence, c'est seulement 74%. Bon, les indices de référence, ils sont faciles à battre aussi, hein. Sur les small cap, il n'y a pas de flux, il y a beaucoup aussi de mauvais dossiers. Donc, en fait, il suffit d'être sélectif et qu'on arrive à surperformer. Cela dit, le fonds France, il bat le CAC 40 sur la période de gestion. Le fonds Europe, il bat le Stock 600, je pense. Donc, on est sur des fonds qui sont très bien gérés. Depuis le début de l'année, on fait 39%, ce qui est quand même colossal, hein. Très, très bonne performance depuis le début de l'année. On est sur donc un fonds qui est vraiment value, puisque en termes de multiples, on est en médiane sur du 11 fois en termes de PE, de price earning, ce qui est bon, pas très cher, hein, ce qui est vraiment du coup une valorisation value pour le coup. Un rendement bon, qui n'est pas hyper élevé non plus, 2,6%, mais ce n'est pas un critère d'investissement spécifique de ce fonds. On a quand même pas mal de capitalisation mid-cap, on va dire plutôt. On a un peu de small, voilà, on est plutôt small mid-cap, et je pense qu'il y a plus de mid-cap, et c'est intéressant d'avoir les mid-cap aussi parce que c'est un segment de la cote qui reçoit plus de flux que les small cap. Donc les valorisations sont plus intéressantes. Pourtant, on va dire l'activité sur l'évolution des cours sont plus intéressantes. Pourtant, on n'est pas plus chèrement valorisé que des small cap. Donc c'est intéressant ce petit segment de la cote. Sur la période, je reviens ici, mais voilà, commentaire de gestion. Donc ils disent, bon, le fonds Europe Small a progressé de 1,8% contre un indice à 1%. Allègement principalement d'un Elecnor et solde de Fugro. Fugro a bien performé de mémoire, donc ils se sont allégés. À l'inverse, le fonds s'est renforcé dans Implenia et Royal BAM dans le secteur de la construction. Implenia, c'est de la construction, de la promotion immobilière, c'est la promotion immobilière, il me semble, en Suisse, et Royal BAM, c'est du BTP aux Pays-Bas. Pour ce qui est des principales variations, alors ECOP, contrat d'extension sur l'autoroute A4, bon, ils sont voilà, après, c'est des valeurs spécifiques que je connais pas nécessairement, hein. Elles sont plus diversifiées internationales. Moi, je suis plutôt focus sur la France, mais il y a quelques lignes que je connais en Europe, notamment Next Geosolutions, qui ressemble plutôt à du CGG de mémoire. Donc, acquisition, hop, Implenia, prévision, donc semestre encourageant et confirmation de la prévision annuelle, c'est bien. Orsero, j'avais étudié le dossier, on est sur un distributeur de fruits et légumes en Italie. J'aime bien ce petit genre d'activité, c'est très simple à comprendre. Pourtant, c'est une activité qui est assez essentielle. Voilà, 14,5% depuis on va dire sur la période, c'est bien. Mota Engie, alors société portugaise, bien signalé. Fountaine Pajot, alors ça par contre, Fountaine Pajot, c'est le secteur de la plaisance, en fait, des bateaux de plaisance, qui est quand même en difficulté. On est en bas de cycle, hein, c'est la consommation discrétionnaire. À ce moment, le consommateur n'est pas en grande forme, donc ça fait souffrir les Catana, les Fountaine Pajot, les Belletto, etc. Donc voilà, rien de. Ces secteurs qui sont en difficulté. Décuple, bon, il n'y a rien de spécifique à signaler. Ils sont sur le conseil, plutôt en marketing. C'est un secteur quand même en difficulté, les ESN, actuellement, mais je pense que ça va se reprendre. Donc, il n'y a pas de raison de liquider ces décuples si on en a. Et si on n'en a pas, je pense qu'on va aller voir ça après, hein, mais je pense qu'il y a des multiples intéressants. OB, c'est le même topo. Voilà. On est sur une ESN, pareil, bas de cycle, toujours un peu en difficulté, mais valorisation basse pour le coup. Catana, c'est un peu le même topo que Fountaine Pajot. On est sur un secteur qui est en difficulté. Et Fugro, on a alors une baisse, voilà, une faible publication au deuxième trimestre, et donc ils ont révisé leurs prévisions, donc c'est pour ça qu'ils sont allégés en réalité. Voilà, ouais, donc d'accord. Pas par la performance, c'est surtout qu'en fait, il y a eu une mauvaise publication. Bon.
Alors, ce qu'on va aller faire, donc les principales pondérations, ah ben, ils sont en numéro 1, c'est Metlen. Donc Metlen, c'est, une boîte grecque qui est verticalement intégrée, on va dire dans les matériaux, les mines, donc les matériaux ferreux et cetera. On a ensuite, CAF, donc là, c'est la production de trains, de wagons, on va dire, c'est l'équivalent d'un Alstom, en Espagne. Webuild, eux, ils font de la promotion immobilière, enfin la promotion immobilière en Italie, de mémoire. Et Danieli, alors eux, ils sont spécialisés dans la production d'usines, pour la sidérurgie. Ça, moi, j'aime bien le secteur de l'acier parce que c'est complètement en bas de cycle, là, c'est complètement bradé actuellement, donc il y a rien pour rêver sur ce secteur et du coup, les valorisations sont massacrées. Le jour où ça va se reprendre, ça va quand même, je pense, repartir assez fortement. Donc Danieli, profiterait de ce genre de situation. Sur du Nexans, bon, Nexans, on l'a vu dans le fonds France, ça marche plutôt pas mal, je trouve, Nexans. On est dans le câble électrique, donc thématique d'électrification, plutôt une tendance de long terme qui est pas mal. Mairie Technimont, c'est l'équivalent du Technip Energies italien, modèle d'affaires que j'apprécie particulièrement, hein, tout ce qui est ingénierie, besoin d'un fonds de roulement négatif, donc c'est très, très bien. Edgemans, ils sont dans la promotion, ils sont dans la construction, dans l'immobilier aux Pays-Bas. Ça, c'est un des plus gros fonds, une des plus grosses lignes. Royal BAM également. Técnicas Reunidas, c'est, comme du Méré ou du Technip Energies, mais en Espagne. Et Implenia, on est en Suisse sur, la promotion. Bon, donc les principaux investissements ont un peu plutôt changé, hein, de mémoire par rapport à la période précédente. On n'a plus de valeurs de défense, hein. Il y avait quand même pas mal de valeurs de défense qui étaient en top. Je pense qu'ils ont commencé, à pas mal liquider, hein, ces positions qui ont bien marché. Parce qu'on doit avoir quand même du Dassault. Alors Dassault est plus dans les top positions et Rheinmetall non plus. Pourtant, ce sont 2 valeurs qui ont bien performé, donc je pense qu'ils se sont quand même pas mal allégés sur ces 2 valeurs. Bien. Allez, on va regarder maintenant du coup, les valeurs, hein. J'ai omis dans cette liste toutes les valeurs qui sont déjà incluses dans le fonds France. Je vous renvoie vers l'analyse du fonds France. Ici, on va s'attacher à regarder ce qui est, on va dire, particulier, spécifique à ce fonds Europe. Alors, les colottes, comme d'habitude, on a le symbole de cotation boursière d'entreprise, le nom d'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ici, on a les multiples de valorisation par rapport au flux. Ici, par rapport aux actifs tangibles, on va voir s'il y a des décotes, mais je crois qu'il n'y a pas de décote. Tiens, il y en a ici. On est ensuite sur le rendement des capitaux investis, la rentabilité opérationnelle. Alors, il n'y a pas vraiment de financière, je crois, dans cette sélection. Donc, le rendement des fonds propres, on va peut-être le mettre de côté. Le levier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende sur les 12 derniers mois, free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio. Donc, ça permet de comparer les free cash flow par rapport au bénéfice net, puisque on verse le dividende par rapport avec les bénéfices nets, mais alors, non, on compare le payout ratio par rapport au bénéfice net, mais ce sont les free cash flow qui payent le dividende. Donc, il faut bien qu'il y ait adéquation entre les free cash flow et les bénéfices nets. Ici, le pays de l'entreprise. Donc là, c'est plutôt le siège social de l'entreprise. Allez, on va commencer avec la première entreprise de la liste en termes de market cap. On est sur Busi, société de... c'est une cimenterie en fait italienne, plutôt comparable à du Vicat, alors plus grosse quand même, hein. Donc quand je suivais Vicat, je regardais aussi Busi, hein, ça marche plutôt pas mal, hein. Belle petite société italienne, on est sur 10 milliards de dollars de market cap, 6,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc plutôt une croissance solide, on va dire. Ils font aussi des acquisitions, hein, pour booster cette croissance. Bon, d'un point de vue valorisation, on n'est pas très cher en fait. 6 en VE sur EBITDA, 10 en PE. Alors les free cash flow, je pense qu'il y a un peu une dépense en capital élevée, c'est pour ça que les free cash flow sont inférieurs aux bénéfices nets. Mais bon, on est sur, bon, si on nous met le price to free cash flow, on est sur des multiples qui sont plutôt value. Bon, moi j'ai lâché du Vicat à peu près dans du 6,5 en termes de VE sur EBITDA. Ce secteur-là, il va jamais être très très valorisé parce que c'est pas ESG. Donc comme ils sont fortement émetteurs de CO2, ils sont pénalisés par le marché et aussi par le fait que les investisseurs ESG ne peuvent pas y aller. Donc voilà, on va jamais avoir des multiples très élevés. Cela dit, on peut quand même aller sur du 8 fois en termes de valeur entreprise sur EBITDA, hein. Heidelberg est par exemple valorisé à ce niveau-là. Donc voilà, on est pas très cher payé, on est value sur Busi. 12% de rendement du capital investi, ça c'est très très bien, hein, parce que le rendement du capital investi, c'est le résultat opérationnel après impôt divisé par les actifs immobilisés plus le besoin en fonds de roulement. Bon, pour les cimenteries, le besoin en fonds de roulement il est positif, et pour les actifs immobilisés, ils sont énormes. Donc là, on est sur une rentabilité qui est très forte en réalité, parce qu'on a beaucoup d'actifs immobilisés, mais malgré cela, on arrive à générer une bonne rentabilité opérationnelle. On est quasiment au double de Vicat, hein, donc en fait, c'est très qualitatif, hein, Busi. Pas de dette à signaler en plus, ça c'est voilà, très, très solide, hein. Si jamais le cycle se retourne de façon assez catastrophique, bah, ils seront solides puisqu'ils n'ont pas de dette. Mais je pense pas que le cycle se retourne violemment, surtout qu'ils sont bien diversifiés à l'international. Un petit dividende de 1,5%, bon ça c'est pas très, très généreux, hein.
Le payout ratio est en réalité à 30% vu qu'on a des free cash flow qui sont moitié moindres que les bénéfices nets. Mais bon, il pourrait augmenter ce dividende quand même. Voilà. Ça pourrait aider à faire patienter un investisseur qui a du busy pour le long terme. Bon, ça reste pas très chèrement valorisé. Moi, j'aime bien ce dossier, hein. Je trouve que c'est pas très cher. C'est un secteur qui a un mode, en fait, hein. Les cimenteries, elles ont des modes géographiques parce que les matériaux qu'elles produisent sont très lourds. Donc, on ne peut pas les exporter sur des longues distances par transport terrestre. Par le maritime, on peut, hein. C'est pour ça que l'Égypte permet d'exporter beaucoup de ciment. Mais au-delà de ça, si vous êtes implanté, on va dire, en Europe continentale, bah, en fait, sur un rayon de 300-400 km, vous pouvez transporter votre ciment et votre béton sans concurrence, en fait. Parce qu'une fois que vous êtes implanté, ça va être très dur pour un nouveau venu de vous faire concurrence. Donc ça donne des monopoles géographiques sympathiques pour ces boîtes. Donc ça permet aussi de monter les prix voilà, quand il y a les prix, quand les intrants montent, elles peuvent répercuter ces hausses de prix dans les ventes. Donc c'est pas mal. Allez, ensuite, on est sur Metlen Energy, donc conglomérat industriel. Ils ont des mines, ils produisent aussi de mémoire, ils produisent de l'acier. On est sur 8 milliards de dollars de market cap, une croissance énorme, 25% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, forte croissance. Potentiellement un changement de périmètre, hein, sur la période, parce qu'on n'est pas, enfin, tout ce qui est matériaux, matières premières, etc., on n'est pas non plus dans un secteur qui est en forte hausse. Donc là, j'ai l'impression que c'est plutôt un changement de périmètre. Bon, les multiples commencent à être un peu chers, hein, sur Metlen. On est à 10 en VE sur EBITDA, 12 en PE. C'est pas que c'est un peu cher, ça reste raisonnable, hein, mais c'est pas value pour moi. On est sur, en plus, des free cash flow négatifs, donc bon, c'est pas un souci. Peut-être qu'ils ont une dépense en capital élevée, si c'est ponctuel, c'est pas un gros problème. Mais sur 10,6% de rendement des capitaux investis, bonne rentabilité pour une société qui est intensive en capital, et on a 3,5 en termes de dette nette sur EBITDA. Donc il faut peut-être retraiter cette dette. Est-ce qu'il y a de l'IFRS 16? Moi, je trouve qu'à 3,5 sur un secteur aussi cyclique, on est trop endetté. Donc il y a peut-être, en fait, la dette financière est peut-être en dessous de ça. Et donc dans ce cas-là, c'est pas un souci. Si on est en dessous de 3, ça va. Au-dessus de 3, voilà, en hors obligation locative, ça va être compliqué, je pense. Peut-être un peu dangereux. 3,2% de rendement du dividende qui a été versé à crédit sur les 12 derniers mois. Bon, par la suite, si on se retrouve au niveau des bénéfices nets pour les free cash flow, bon, ce dividende-là sera soutenable, hein. Mais actuellement, c'est pas le cas. Donc ça a fait monter la dette aussi, hein, il faut le prendre en considération. Moi, je pense qu'il y a quand même mieux à faire que du Metlen actuellement. Voilà. Je suis pas conquis par ce dossier. Je sais qu'il y a des gens qui l'apprécient, mais moi, je suis plutôt à l'écart. Indra Systemas, on est sur. Alors, IT Services, c'est la défense, en fait, avec quand même une branche plutôt IT, hein. Ils ont du conseil aussi en IT. C'est une boîte espagnole. On est sur 7 milliards de dollars de market cap, quasiment 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc la croissance est assez forte. Maintenant, ça commence à être valorisé un peu cher quand même. C'est plus value. Bon, il y a eu un beau parcours, hein, sur Indra Systemas. Maintenant, je pense qu'on s'approche plutôt d'un profil croissance à prix raisonnable que d'un profil value. Bonne rentabilité opérationnelle, on a 16,4% de rendement des capitaux investis, ce qui est bien. Bon, c'est pas intensif en capital comme métier, mais 16,5, ça reste quand même sympathique, hein. 0,2 fois l'EBITDA en dette nette, quasiment pas de dette à signaler. Le dividende est symbolique, 0,75%, bien soutenu par les free cash flow. Bon, donc on est sur un dossier maintenant plutôt croissance à prix raisonnable, on est plus sur de la value, donc moi je pense que ça n'aurait pas sa place dans un portefeuille ou dans une watchlist value. Maintenant, ça serait plutôt croissance à prix raisonnable, ce qui n'est pas mon profil d'investissement. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Jumbo SA. C'est une société grecque. C'est un spécialiste de la vente au détail de jouets. On est sur 5 milliards de dollars de market cap, 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est plutôt une croissance quand même assez soutenue, on va dire. On est sur 10 en BE sur EBITDA, 15 en PE, 21 en price to free cash flow ici, hein. Donc là, on commence également à être un petit peu cher. C'est pas hors, on va dire, c'est au niveau raisonnable de valorisation, mais pour moi, c'est pas value à ce niveau-là. Donc on va être plutôt, voilà, plutôt un profil, il y a de la croissance, on va dire croissance à prix raisonnable. Surtout, on est sur de la qualité, en fait, hein, 21% vraiment des capitaux investis. Je pense que c'est, allez, on va dire moyennement intensif au capital comme activité. 21%, ça reste pas mal, hein, c'est pas mal. Cash net sur le dossier, très bien, donc ça vient soutenir ce dividende qui est, attention, en termes de free cash flow, un peu élevé, hein. On a des free cash flow qui sont plus bas que les bénéfices nets. Donc bon, on est peut-être plutôt à 75-80%. Ça reste soutenable et si jamais on a besoin, on peut taper dans la trésorerie pour verser le dividende. Bon, il vaut mieux être quand même avoir une bonne couverture du du dividende par les free cash flow, hein, c'est plus intéressant quand même. Donc Jumbo, plutôt aussi dans un portefeuille quality, croissance à prix raisonnable, pas dans une watchlist value, à mon avis. Puis,
Société allemande, on est sur 4 à 5 milliards de dollars de market cap quasiment, et c'est un spécialiste du tourisme. 11,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples sont vraiment value. Je pense que le marché est quand même encore pessimiste sur ce dossier, alors que là, tout se passe bien en fait sur TUI. Bonne croissance, 12% de rendement des capitaux investis, donc bonne qualité également. 0,7 fois le bilan en dette nette. Vu le niveau de rendement des fonds propres, très élevé quand même, 60%, c'est élevé. Je pense qu'ils font des rachats d'actions pour annulation. Donc le ROE, rapidement, on est sur en fait le résultat net part du groupe. Donc on va mettre RN pour simplifier, divisé par les fonds propres, donc les capitaux propres. Moyen sur la période étudiée. Donc, il y a plusieurs écoles pour le calculer. On peut prendre les capitaux propres moyens, on peut prendre les capitaux propres du début d'exercice ou de fin d'exercice. Bon, il y a un peu de débat, mais bref. Donc, si 60%, c'est quand même énorme. Pour que ça soit aussi énorme, à mon avis, les capitaux propres sont en diminution par rachat d'actions. Quand vous rachetez les actions pour les annuler, mais forcément, ça réduit les capitaux propres tout en donnant de l'argent aux actionnaires via la réduction dans la participation aux bénéfices. Puisque si vous avez un nombre d'actions et que les capitaux propres diminuent, forcément, vous avez plus de parts de bénéfices par la suite. Donc, je pense que pour avoir un niveau aussi élevé de 60%, là, ils ont fait des rachats d'actions sympathiques pour annuler, et ça a bien augmenté la rémunération d'actionnaires. Quasiment pas de dette à signaler, il n'y a pas de dividende. Bon, moi, je pense que ça accrédite la thèse des rachats d'actions. Alors, je suis, pardon, oui, c'est ça. Ça accrédite la thèse des rachats d'actions, donc parce que sinon il rendrait l'argent via du dividende. Bon, puis j'aime bien en tout cas. On est sur un secteur, c'est pas forcément un secteur avec énormément de visibilité, mais le tourisme, ça marche assez fort en Europe actuellement, surtout qu'ils ont quasiment pas de dette, donc ça reste pas mal. Alors c'est Meret techniquement, c'est ça. On est sur l'ingénierie. C'est une sorte du Technip, c'est son équivalent de Technip Énergie en Italie. On est sur une mid-cap, 5 milliards de dollars de market cap et 18% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est quand même fort. Bon, les multiples commencent à être un peu élevés aussi. On est à 12 en VE sur EBITDA, 17 en PE, 18 en price to free cash flow. La qualité est là, 12% rendement des capitaux investis, c'est bien, quasiment pas de dette à signaler. On est sur 3,3% de rendement du dividende. Niveau intéressant et bien soutenu. Alors, c'est plutôt comme ça, pardon. Bien soutenu par les free cash flow, même si on est peut-être à 60% en réalité ici. Bon, ce dividende est quand même soutenable, c'est pas mal. Donc là, ça commence à être un petit peu cher. Je pense que, voilà, je pense que nos amis de Indépendance AM, ils vont commencer à s'alléger sur Meret. Là, ça commence à être un petit peu cher. C'est pas value, c'est pas exorbitant non plus, mais c'est plus value. Donc, beau parcours. Je pense qu'il faut prendre ses gains sur du Meret si on est dans une stratégie value. Donc, voilà, plutôt un profil croissance à prix raisonnable. Allez, ensuite, on est sur WeBuild SPA, société italienne, donc plutôt dans le BTP, dans le bâtiment. 4,4 milliards de dollars de market cap. 23% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, la croissance est plutôt forte et pourtant les multiples sont value. En tout cas, la valeur entreprise sur EBITDA est value. Après, peut-être qu'il y a des éléments qui impactent le résultat net, des éléments peut-être exceptionnels. À signaler, il n'y a pas de free cash flow ici, donc il y a une dépense en capital élevée potentiellement qui font que les free cash flow sont négatifs. Bon, c'est pas un problème si c'est ponctuel. Bon, si on se concentre sur le multiple de valeur entreprise sur EBITDA, c'est quand même value, on est à 6. Attention, le rendement des capitaux investis est négatif. Pourquoi? Il faut aller regarder ça dans le compte de résultat. En revanche, on a du résultat net qui est positif puisque le rendement des fonds propres est positif. Donc là, ça peut être boosté par de l'exceptionnel, du résultat financier, et même si on a un résultat opérationnel qui est négatif. Donc là, il faut aller regarder ce qui se passe parce que bon, c'est assez rare d'avoir du résultat net positif avec un résultat opérationnel négatif. 2,3 fois l'EBITDA en dette nette, 2,2. Donc c'est un peu, on va dire un peu lourd comme endettement, même s'il n'y a pas de panique à bord pour l'instant. 2,2% vraiment du dividende qui a été versé à crédit. Donc ça, c'est pas soutenable. Bon, si on revient après au niveau du résultat net, je pense que ça sera soutenable par la suite. Bon, WeBuild, ouais, voilà, le fait qu'il y ait un résultat opérationnel négatif, moi, ça m'intrigue, aussi avec un niveau de dette comme ça. Je pense que, bon, la qualité du dossier, pas forcément exceptionnelle. Je me mettrais plutôt à l'écart de ce dossier. On continue avec CIE Automotive. C'est un spécialiste c'est un équipementier auto en fait. Secteur qui est très en difficulté en Europe. Attention, donc toute la filière automobile est en difficulté et jusqu'à, on va dire même les fournisseurs de semi-conducteurs pour l'automobile comme ST Microelectronics sont quand même en difficulté. Les constructeurs auto sont en difficulté. Les équipementiers auto aussi. Alors, ils commencent à avoir en termes quantitatifs des opportunités value sur le secteur. Même les françaises, Forvia,
Acwell aussi qui sont pas très chers du tout. Et si Automotive va être un peu dans la même situation, on va regarder ça. Donc on est sur 4 milliards de dollars de market cap, 5,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il y a quand même un fond de croissance. Et en valorisation, on est quand même pas très cher, hein. 6 en VE sur EBITDA, 10 en PE, 9 en price to free cash flow, c'est value, voilà, on est value. 10,6% rendement des capitaux investis, c'est quand même une bonne rentabilité opérationnelle et on n'a pas de dette à signaler. Donc ça renforce un peu le dossier, c'est plutôt intéressant. 3,4% de rendement du dividende bien soutenable par les free cash flow. Bon, donc si Automotive, secteur en difficulté, mais entreprise qui quantitativement a l'air de bien surmonter hein, la difficulté. Donc ça peut être intéressant dans une optique value. Maintenant, il faudrait quand même que le secteur automobile se retourne et évolue plus favorablement pour qu'il y ait un peu un peu un catalyseur pour que aussi Automotive reparte. Après, c'est ça la value aussi, hein. Vous rentrez avec des multiples faibles, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un bon timing, mais en tout cas, vous êtes protégé plutôt à la baisse par le fait que les multiples sont plutôt bas. Donc pour l'instant, si Automotive, c'est intéressant quand même, hein. Ça peut se regarder. Prochain dossier de la liste, c'est Acerinox. On est sur le ArcelorMittal espagnol. Donc sidérurgie, secteur en grande difficulté en Europe, mais secteur value pour le coup, hein. C'est très peu cher. Alors on va voir pour Acerinox. 3,2 milliards de dollars de market cap, donc mid-cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il n'y a pas une forte croissance. Pour l'instant, c'est un peu le marasme hein, pour l'industrie sidérurgique européenne. Bon, en termes de multiples, c'est quand même un peu cher. On est à 12 en BE sur EBITDA et 29 en PE. En fait, on est sur des multiples élevés parce que ici, l'EBITDA est faible cycliquement et le résultat net également. C'est pour ça qu'on a des multiples faibles. En plus, ils ont passé une grosse dépense en capital, donc les free cash flow sont négatifs. Bon, en termes de flux, c'est pas value. Mais en fait, quand on regarde la sidérurgie en Europe, il faut regarder plutôt en termes de stock. Est-ce qu'il n'y a pas les décotes sur capitaux propres ou voire capitaux propres tangibles? Bon, pour Acerinox, c'est pas le cas en fait, hein, 1,4 fois. Donc moi, je pense qu'il y a un peu mieux à faire que du Acerinox. On est en bas de cycle, mais pour Acerinox, on n'a pas vraiment de protection à la baisse via justement des actifs tangibles. Alors que vous l'avez sur du ArcelorMittal. Donc je pense que du ArcelorMittal, c'est plus intéressant que du Acerinox. Du Jacquet Metals aussi. Alors on n'est pas vraiment, on est dans la même industrie, dans le même, on va dire, vertical, mais on n'est pas dans le même métier, hein. Même industrie, mais pas le même métier, puisqu'ils font la distribution d'acier. Bon, on a des décotes sur actifs tangibles. Pour Acerinox, c'est pas le cas. Donc, il y a un peu moins de marge de sécurité que j'aimerais pour rentrer sur ce dossier, alors qu'ArcelorMittal vous en offre. Le rendement des capitaux investis, il est très faible, 1,6%, et ça, en fait, ça signale qu'on est en bas de cycle. Toute l'industrie sidérurgique est en bas de cycle en Europe. Ça changera le jour où peut-être que la Chine retrouvera de la croissance et arrêtera d'exporter ses surcapacités, ou le jour où la Commission européenne mettra des droits de douane sur l'acier chinois. Avant, j'ai du mal à voir un redémarrage. Éventuellement aussi, s'il y a une reprise en Europe, pour l'instant, on n'en voit pas le début. Quand même pas mal de dettes, hein. 2,8 fois l'EBITDA en dette nette, c'est un peu élevé, surtout en bas de cycle. Bon, c'est à nouveau à cause de l'EBITDA qui est plutôt cycliquement faible. Il faut regarder l'endettement en termes de gearing. Alors, j'ai pas mis la colonne ici, c'est-à-dire dette nette sur capitaux propres. Bon, je pense qu'ils sont raisonnables sur Acerinox, ils savent bien aussi gérer les cycles, hein. Donc, ils sont pas, le management est plutôt bon. 5,8% de rendement du dividende, bon, c'était pas raisonnable à mon avis de verser du dividende, déjà parce qu'on est en bas de cycle et en plus on a une dépense en capital élevée, donc ça a fait monter la dette malheureusement. Donc ça, ce dividende, c'est pas raisonnable, je pense qu'il sautera sur cette année. Bon, voilà, vous l'aurez compris, sur Acerinox, je suis pas très fan pour l'instant à ce niveau-là. Danieli, bon, on est un peu dans le même secteur, hein. Eux, en fait, ils aident les sidérurgistes à construire les usines de sidérurgie, pour le coup, 2,9 milliards de dollars de market cap, 8,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a une forte croissance. Le multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA est vraiment à la casse, hein. 2,1, c'est très 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 faible. Alors, on n'a pas les données de free cash flow, malheureusement. Par contre, pour ce qui est du résultat net, on donne 280 millions de dollars contre une market cap de 2,8 milliards, 2,9 milliards. Donc on est sur un PER de 10. C'est pas hyper élevé. Voilà. On n'est pas, voilà, c'est pas. Moi, je trouve qu'on est value hein, sur Danieli, c'est plutôt pas mal, hein. 6,2% rendement des capitaux investis, ça c'est une rentabilité de bas de cycle. On va dire qu'elle est pas si mauvaise que ça, hein. C'est un métier qui est quand même intensif en capital et en plus ils sont cash net, donc ça apporte un peu de solidité à l'entreprise. C'est très bien. Ils versent pas de dividendes conservateurs là-dessus. Danieli, c'est un dossier que j'aime pas mal puisque on est dans le secteur de l'acier qui a du potentiel de rebond et c'est quand même très peu cher, hein. Allez, ensuite, on est sur Royal BAM. Alors, c'est le nom ici, vous avez le nom néerlandais. Ils font de la promotion immobilière.
ou de la promotion immobilière. 2,5 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc attention, il faudrait vérifier si sur les dernières années, on a un peu plus de croissance. Mais bon, ce secteur est quand même en difficulté en Europe, hein. 8 en VE sur EBITDA, 20 en PE, 10 en price to free cash flow. Bon, on est relativement value sur ce dossier, c'est pas mal. En termes de rendement et capital investi, c'est 10,5%. C'est une bonne rentabilité pour un secteur quand même intensif en capital. On est cash net sur le dossier, très bien. Donc en cycle un peu compliqué, c'est pas mal d'avoir du cash. 3,2 milliards de dollars, de 3,2% de rendement du dividende, ça c'est bien. 2 fois le free cash flow en bénéfice net, donc le dividende est soutenable en réalité. Bon, Royal BAM, c'est un peu le même topo, en fait la promotion immobilière, c'est un peu le même topo que l'acier, sauf que bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes déterminants, hein. Vous n'avez pas une surcapacité dans notre pays qui vient inonder votre marché. Donc la promotion, c'est bas de cycle et c'est un secteur qui est en difficulté. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des acteurs qui s'en sortent, hein. Donc à mon avis, Royal BAM, c'est le cas aussi, ils s'en sortent bien. Il y a des acteurs en France aussi qui s'en sortent bien, hein, dans la promotion. Il y en a d'autres qui s'en sortent moins, hein. Capelli a fait faillite. On a une Nexity qui est actuellement quand même en difficulté. Il y en a d'autres qui s'en sortent, comme Exahome. Voilà, donc des petits dossiers, voilà, un petit modèle d'affaires qui est plutôt en difficulté actuellement, mais qui voilà, est quand même bien géré cette activité. Donc ça nous permet d'avoir des multiples pas trop chers, une bonne qualité et pas trop de risques à mon avis au niveau du bilan. Donc ça, c'est un dossier qui peut être intéressant à mettre en watchlist. Continuons avec Elecnor. Là, à nouveau, on est dans l'ingénierie. 2,5 milliards de dollars de market cap, 11,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a des choses que je ne comprends pas là, c'est que pourquoi est-ce qu'on a aussi valorisé des multiples autant au plafond là. 53 en VE sur EBITDA, 23 en price to free cash flow. On fait une perte nette en plus. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il faut s'alléger sur Elecnor? Et je crois que c'est le dossier dont qui parlait sur mauvaise publication. Donc Elecnor, à mon avis, d'un point de vue value, ça vaut pas le coup. On a une perte opérationnelle. Bon, plutôt passer son chemin sur ce dossier. Allez, hop. Ensuite, on va être sur Théon International. Eux, ils font de mémoire. Sur la défense, oui. Est-ce que c'est pas eux qui font des lunettes de vision nocturne, un peu comme là, bon, il y a une boîte française qui fait ça également. J'ai oublié voilà, le nom, mais en tout cas, on est sur la défense, donc c'est un secteur qui est évidemment très porteur actuellement. 2,3 milliards de dollars de market cap, c'est pas coté depuis très longtemps, donc on n'a pas la croissance, mais elle est forte. Elle est très forte. Bon, 19 en VE sur EBITDA, 27 en PE, 47 en price to free cash flow, c'est très cher maintenant. Donc là, ils ont pris ça pour jouer la défense. En fait, ils ont fait une exception. William Egon, ça fait complètement une exception, et donc du coup, c'est associé aussi, sur ses critères de sélection pour la défense, hein. C'est lui-même qui l'a dit, hein. Il a dit, bon, quand il y a un conflit en Europe, il faut avoir des valeurs de défense. Enfin, quand il y a un conflit, il faut avoir des valeurs de défense. C'est comme ça qu'il est arrivé sur Rheinmetall. Donc, il a aussi regardé d'autres valeurs de défense. Pour le coup, il a vraiment dérogé à ses critères de sélection. Bien, lui en a pris, évidemment, ça a marché. Mais je ne pense pas qu'il le ferait pour un autre secteur. Pour la défense, oui, ça a du sens. Donc, on est cher là, hein. On est sur une boîte de croissance avec des multiples élevés, donc ça n'a pas du tout sa place dans un fonds value. La rentabilité est énorme, 30% en moins des capitaux investis, c'est quand même colossal et on est cash net sur le dossier. Donc, ça reste solide. Un rendement du dividende à 2% qui est, attention, il tape un peu tous les free cash flow, hein, puisqu'on a les bénéfices nets au-delà des free cash flow, au double même. Donc, ce payout ratio, en fait, il est à 100% déjà. Donc, attention sur Théon International. Le dividende n'est pas soutenable. Ici, vous pouvez y aller si vous faites de la croissance. Mais si on fait de la value, il n'y a pas de raison de mettre ça en watchlist, hein. Maintenant, c'est beaucoup trop cher. On continue avec Bekaert. Eux, ils font, alors de mémoire, c'est une sorte de Mersenne belge. Donc, c'est ça, on est belge, hein. Hop. On est sur 2,2 milliards de market cap. Croissance nulle du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc attention, il faut regarder ce qui s'est passé sur les quelques dernières années. Est-ce que ça se reprend un petit peu? Moi, je pense qu'on est sur une thématique porteuse, hein, la qualification de l'économie. C'est une tendance de long terme, donc Bekaert devrait en profiter. Les multiples sont à la casse, hein. On met à 4 en VE sur EBITDA, c'est très peu cher. 11 en PE, 7 en price to free cash flow. Bon, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. On a fait une décroissance, donc ils ont peut-être fait moins de dépenses en capital qu'avant. Ça a dû libérer des free cash flow. Je pense qu'on peut considérer que le price to free cash flow, il est complètement value. Voilà, free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. On est quasiment sur la valeur des actifs tangibles. Bon, c'est pas en soi une marge de sécurité, mais bon, ça veut dire que la boîte est quand même pas chèrement valorisée, hein. On est presque à 9% de rendement des capitaux investis. Pour un domaine intensif à capital, c'est bien. Une fois les l'EBITDA en dette nette, c'est pas trop lourd. 5% de rendement du dividende avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc, ce dividende est soutenable. Voilà. Donc, Bekaert. Moi, je pense qu'il y a un potentiel de réexpansion des multiples une fois qu'ils reprendront la croissance.
et il y aura de la croissance vu que c'est une thématique de long terme, l'électrification. Donc Bekaert, moi je pense que c'est assez intéressant à mettre en watchlist. Si on fait de la value, il y aurait une expansion multiple par la suite. Técnicas Reunidas, on est sur le Technip Énergie espagnol, 2,2 milliards de dollars de market cap, 2% de croissance du chiffre d'affaires. En rythme annualisé sur 5 ans, bon, c'est pas exceptionnel, mais il y a un fond de croissance. Les multiples sont relativement doux. On a 7 en VE sur EBITDA, 17,5 en PE, 14 en price of cash flow. Voilà. Si on considère que l'entreprise sur EBITDA, on est value en fait. Bon, moi je mettrais quand même ce dossier dans la liste value. 9,6% rendement des capitaux investis, bonne rentabilité opérationnelle, c'est pas un secteur, c'est pas une activité qui est intensive en capital. Donc, bon, on va dire que ce niveau de rentabilité est convenable, mais c'est pas exceptionnel non plus. On est cash net sur le dossier. C'est un modèle d'affaires où en fait on est à BFR négatif et ce sont les clients qui financent les contrats. Donc, on a de l'argent qui nous est mis à disposition, qu'on doit dépenser à l'avancement du projet. En attendant, ça génère du résultat financier. Ce qui explique aussi pourquoi on a vraiment des fonds propres qui est élevé. 25,5, c'est pas mal. Pas de dividende de verser. Bon, à mon avis, ils ont les moyens de verser du dividende. Bon, alors Técnicas Reunidas, c'est légèrement moins cher que du Technip Énergie. Je pense que c'est tout aussi qualitatif. Après, il y a Méré qui est ici. Méré, c'est un peu plus cher. Donc en fait, sur le secteur, Técnicas Reunidas, entre les trois, je pense que c'est celui qui est le moins cher. Donc potentiellement, celui qui est un peu plus intéressant dans une optique value. Donc pourquoi pas, dans une watchlist value. Allez, ensuite, on continue avec CAF Construcciones I, je ne sais plus le nom exact, on peut regarder ici. Ça nous dit quoi? Hop, I auxiliaire des ferrocarriles. En fait, c'est CAF, société espagnole qui fait des wagons en fait pour le train, le métro espagnol. 2,2 milliards de dollars de market cap, on est sur 12% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. La croissance est plutôt forte. On est sur, bon, on est presque value, on est un peu plus cher que de la value. Là, on a 8 en BE sur EBITDA, 15 en PE et 14 en price to free cash flow. Donc ça, voilà, ça monte un petit peu, mais tranquillement. On n'est pas trop cher non plus à ce niveau. 9% rendement des capitaux investis, plutôt bien pour une société intensive en capital. 1,2 fois les EBITDA en dette nette, il n'y a pas trop de dettes à signaler. On est sur 2% de rendement du dividende qui est bien soutenable par le free cash flow. Bon, et ça peut monter par la suite. Eh bien, CAF, ça reste, moi je pense que c'est assez intéressant. Si on fait, donc, c'est pas la moins chère de la liste, mais bon, on est sur une boîte qui est quand même pas très chèrement valorisée. Ils ont un peu de visibilité aussi sur leur canal de commande, puisque en fait, ils ont de la commande publique. Donc CAF, je pense que ça a sa place dans une watchlist value. Il y a un peu de potentiel d'expansion de multiples supplémentaires. Ensuite, on est sur Edgemans. Eux, ils font aussi de l'immobilier. On est sur 1,9 milliard, alors la promotion plutôt, ou du BTP. 1,9 milliard en termes de market cap, 9,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc la croissance est quand même forte. Bon, les multiples sont presque value, on va dire. 8 en VE sur EBITDA, 15 en PE, 8 en price to free cash flow. C'est vraiment pas très cher payé. D'ailleurs, je pense qu'on considère plus il vaut mieux considérer plus les free cash flow que les bénéfices nets. Voilà. À mon avis, ils n'ont pas une croissance organique énorme, donc ils n'ont pas besoin de passer de la grosse dépense en capital. Du coup, ça libère du free cash flow. Et du coup, on est à moins de 10, ce qui est value pour moi. 14% de rendement du capital investi, c'est une bonne rentabilité opérationnelle. On n'a quasiment pas de dette à signaler. 2,8% de rendement du dividende bien soutenable via les free cash flow. Bon, c'est un dossier qui est quand même pas mal. C'est bon, c'est pas le moins cher non plus, mais on est sur un dossier qui n'est pas non plus très chèrement valorisé. Il y a un peu de croissance et il y a de la qualité au rendez-vous, sans trop de dettes. Donc je pense que Edgemans, ça se met en watchlist également. Alors, Hornbach Holding, ils font du commerce de détail spécialisé. Alors, je ne sais pas précisément ce qu'ils vendent. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. On est sur 1,9 milliard de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, il y a un fonds de croissance sympathique. Les multiples sont relativement faibles. On a 6 en VE sur EBITDA, 11 en PE, 6 en price to free cash flow. Bon, donc pour moi, ça c'est value. On considérera plutôt les free cash flow, ils sont supérieurs aux bénéfices nets. En fait, je pense que quand il n'y a pas beaucoup de croissance organique, on ne fait pas beaucoup de dépenses en capital, donc ça maintient les capex à un niveau relativement bas, et donc ça libère des free cash flow. Bonus additionnel pour cette boîte, on est sur 20% de décote par rapport aux actifs tangibles. Ça vous donne une marge de sécurité supplémentaire. On est sur un rendement de capital investi qui est plutôt faible. On a 6% de rendement de capital investi. Le commerce de détail, c'est pas intensif en capital. Normalement, il faut voir pour cette boîte, mais normalement, sur on va dire la grande distribution, en tout cas la distribution, vous êtes un besoin en fonds de roulement négatif. Donc, votre ROIC, il doit être plutôt élevé. Donc, le ROIC, je le rappelle souvent, mais la pédagogie, c'est la répétition. Donc, je le rappelle à nouveau, le ROIC, c'est profit opérationnel après impôt, donc NOPAT en anglais, divisé par les capitaux investis. Et les capitaux investis, c'est actifs immobilisés plus, alors pardon, on ne va pas mettre en égal comme ça, sinon ça va être confusant, mais actifs immobilisés plus besoin en fonds de roulement.
Le besoin en fonds de roulement, il est normalement négatif dans la grande distribution, donc pour ce cas particulier, il faudrait regarder. Donc ça, normalement, ça doit être négligeable et par contre, les actifs immobilisés dans la grande distribution, bon, vous avez quand même les si vous êtes propriétaire des murs, vous avez l'immobilier. Mais sinon, si vous êtes, plutôt en location, vous n'avez pas beaucoup d'actifs immobilisés. Bon, ça nous dit donc que le résultat opérationnel après impôt, il est pas nécessairement très élevé. Ça peut poser un bon, c'est peut-être un problème de qualité. Voilà, sur ce genre de métier, moi, je pense qu'on peut quand même avoir du 8 dans des capitaux investis pour être qualitatif. Là, c'est pas le cas. Donc peut-être que c'est cyclique et que c'est temporaire et que ça va s'améliorer par la suite. 1,3 fois l'EBITDA en dette nette, il y a pas trop de dettes à signaler. 2,3 de rendement du dividende, bien soutenable par les free cash flow. Bon, donc on back, je pense que c'est peut-être, à cause d'un petit problème temporaire de qualité qu'on a une décote sur actifs tangibles et qu'on a une des multiples de valorisation qui sont faibles. Du coup, s'il se redresse un petit peu, bah, ça pourrait être sympathique. On pourra à nouveau viser une expansion de multiples. Donc, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Allez, Mota Engil, peut-être en portugais. Ils sont portugais, hein, c'est ça, ouais. On est sur, pareil, la construction. On est sur 1,8 milliard de market cap, 17% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc une croissance assez forte. Il faudrait voir comment elle est obtenue, hein. Ce genre de variation, c'est surtout avec un changement de périmètre. Ils ont peut-être fait une acquisition, ce qui serait accrédité par ce niveau d'endettement qui est élevé quand même, hein. 2,9 fois l'EBITDA en dette nette, c'est relativement élevé. Les multiples sont complètement value. Complètement. On est à 5 en VE sur EBITDA, ça c'est value. 11 en PE. Bon, et je pense qu'il vaut mieux considérer les free cash flow sur cette boîte. On est pas sur un secteur qui a une très très forte croissance, pas avec une dépense en capital élevé en tout cas. Donc, bon, 9 fois les free cash flow, c'est pas très cher payé. Donc, dossier plutôt value, 9,8% de rendement du capital investi, ce qui est plutôt pas mal pour ce secteur d'activité. Voilà, le point ici, c'est qu'on a beaucoup de dettes. Il faudrait regarder, est-ce qu'il y a des obligations locatives là-dedans qui font que, en fait, on compte de la dépense de loyer en dépense en endettement, ce qui est comptablement correct en IFRS 16, mais bon, en termes d'analyse, ça biaise un peu le truc, hein, puisqu'on est plutôt, nous, sur un levier financier qu'on va analyser. Donc là, si l'endettement financier est à 2,9, je pense que c'est un peu dangereux. On est peut-être limite, hein, donc attention là-dessus. 3,5% de rendement du dividende avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc c'est soutenable, mais bon, voilà, il faudrait peut-être qu'ils se désendettent avant de verser du dividende. Pour ces raisons, moi je pense qu'il vaut mieux se mettre à l'écart de ce dossier qui est un petit peu endetté, sauf si vous voyez dans les rapports financiers, que vous devez lire absolument si vous vous intéressez à la valeur, que l'endettement financier est en réalité plus bas que ça. Non, si c'est plus bas, si on va dire, si on est autour de 2, même à 2,5, je pense que c'est raisonnable. 2,9, ça commence à être un peu dangereux. Implenia, on est sur, pareil, l'immobilier en Suisse, on est sur 1,5 milliard de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Pourquoi? Est-ce que c'est le secteur? Est-ce que c'est une variation de périmètre? Il faut aller voir. 6 en VE sur EBITDA, 12 en PE. Attention, il n'y a pas de free cash flow. Voilà, les free cash flow, ils sont à 15 millions de dollars contre 125 en résultat net. Bon, bah, ça, on peut le négliger. C'est-à-dire qu'ils ont passé une grosse dépense en capital. Bon, d'un point de vue PE et d'un point de vue free cash flow, on n'est pas forcément en value, mais d'un point de vue valeur entreprise sur EBITDA, on est value. Bon, moi, c'est ce multiple-là que je préfère, hein, pour le coup, parce qu'il permet aussi de comparer toutes les entreprises entre elles. Parce que, alors, allez, on va faire un petit aparté, mais valeur entreprise, ça permet d'abstraire en fait la structure de financement, puisque valeur entreprise, c'est la capitalisation boursière. Donc, on va mettre CB, c'est-à-dire la valeur des capitaux propres. Donc, ça veut dire la valeur de ce qu'a apporté les actionnaires plus l'endettement net. Donc, on va mettre dette nette. Hop. Donc, si vous êtes sur des entreprises vous pouvez comparer des entreprises qui se valorisent, qui se financent beaucoup avec des capitaux propres ou qui se financent beaucoup avec de la dette. Donc ça, vous pourrez vous faire abstraction via ce numérateur. Et l'EBITDA, ça permet aussi d'abstraire les structures, les politiques d'amortissement. Et aussi, en fonction des années des secteurs, vous avez plus ou moins d'actifs immobilisés à amortir ou à déprécier. Donc bon, ça a un impact sur le résultat net. Par contre, l'EBITDA, lui, permet de s'abstraire de ça. Donc c'est ça qui vous permet de comparer toutes les industries entre elles via un unique multiple. Après, évidemment, le truc qui est un peu piégeux, c'est que l'EBITDA, il n'est pas calculé de la même façon entre les entreprises, donc ça peut prêter à confusion. Alors que par exemple, le résultat d'exploitation, donc la version française, ou alors l'excédent brut d'exploitation, eux, sont normalisés. Donc ça vous permet vraiment d'avoir la même chose quand vous comparez. Pour l'EBITDA, bon, normalement, il faut faire le travail d'aller lire les notes, de comment est-ce qu'ils calculent leur EBITDA pour pouvoir voir si c'est vraiment comparable entre industries. Bon, moi, je pars de ce principe-là. Je sais qu'il est un petit peu faux, mais bon, après, moi, j'ai pas des milliards d'heures à passer sur lire les rapports financiers. Je regarde ceux des entreprises que j'ai en portefeuille et des concurrents. Là, si vous êtes intéressé, c'est à vous de faire le taf, d'aller lire le rapport financier. Bon, tout ça pour dire, dans cet aparté, que
sur Implenia, on est quand même, bon, sur une décroissance, des multiples plutôt value, en termes de VE sur EBITDA en tout cas, un endettement qui reste sous contrôle, même s'il est un peu lourd, 2,3 fois l'EBITDA en dette nette, un dividende qui a été versé à crédit. Bon, moi, c'est pas un secteur que j'apprécie particulièrement. Après, on est en Suisse, ça c'est pas mal parce que ça apporte un peu de, on va dire, de sécurité via le franc suisse, pourquoi pas. Bon, moi je suis plutôt à l'écart d'Implenia, hein. Allez, ensuite, on est sur Piraeus Port Authority. C'est la port en fait du Pirée en Grèce. On est donc, comme je dis, en Grèce. On est sur l'infrastructure. Donc l'infrastructure, ils peuvent s'endetter à des taux avantageux. Donc souvent, ils ont beaucoup de dettes. Mais ici, on voit que c'est pas le cas. Ils sont en cash net. Donc ça, c'est génial, hein, pour une boîte d'infrastructure. 1,3 milliard de dollars de market cap. Donc c'est une mid-cap, pardon. Croissance du chiffre d'affaires assez forte, 9,1% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est quand même puissant, hein, ce niveau de croissance. Au niveau des multiples, bon, c'est pas value pour autant. On commence à aller vers on va dire, de la croissance à prix raisonnable ici, hein. 9 en VE sur EBITDA, 14 en PE, 30 après sur free cash flow. Voilà, c'est pas exorbitant. Les free cash flow, à mon avis, ils sont bas à cause de la dépense en capital un peu élevée. C'est une boîte qui est mature, hein. Donc ils n'ont pas une croissance énorme à financer via des capex. Donc plutôt, voilà. Alors, j'ai dit une bêtise, pardon, ils ont de la dépense en capital élevée. Alors, pour le coup, ça m'intrigue. Alors, donc, je révise ce que j'ai dit. Pourquoi est-ce qu'ils ont une dépense en capital élevée alors que bon, c'est une activité mature et normalement, vous avez que des capex de maintenance à faire? Est-ce qu'ils sont en train de faire une expansion du port? Ça peut être une raison de faire de la dépense en capital. Et pour le coup, ça va générer de la croissance organique. C'est peut-être ça. Donc ça, il faudrait regarder du point de vue résultat, enfin, du point de vue communiqué de presse de l'entreprise. Au niveau du coup des free cash flow, c'est plus bas que les bénéfices nets. Le dividende, il est soutenable quand même, on est à 80 hein, donc attention. C'est pas un niveau qui est très attractif, mais bon. Bon, voilà, Piraeus, on peut être, si on veut du fonds de portefeuille sécurisé, il y a pas de souci, hein, sur du Piraeus, vu que c'est l'infrastructure. Bon, ces trucs, c'est des dossiers qui sont pas très volatiles, hein. Sinon, je pense que ça manque un peu d'attrait, dans un portefeuille value d'un point de vue expansion de multiples. Allez, après, on est sur Compagnie des Alpes. Donc, c'est la boîte qui gère des stations de ski et également des parcs d'attractions. Donc, on est plutôt lié au tourisme quand même et surtout à l'économie française. Donc, à ces temps un peu troublés, méfiance quand même, hein. 1,3 milliard en termes de market cap. Donc, on est sur quand même une mid-cap. 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, la croissance est plutôt forte. En termes de multiples, on commence à avoir de l'expansion multiple, hein. Donc il y a quelques mois, on pouvait l'avoir à moins cher que ça, et c'était beaucoup moins cher que ça d'ailleurs. Là, ça commence à être un petit peu cher d'un point de vue value, en tout cas. On est plutôt sur la croissance à prix raisonnable. Alors la rentabilité, elle est pas énorme, hein. 5,6% rendement des capitaux investis, c'est pas incroyable non plus. On est sur 1,9 en termes de dette nette sur EBITDA, donc il y a un petit peu de dette quand même à signaler. Ça reste raisonnable. 4,3% de rendement du dividende, soutenable via les free cash flow, même s'ils sont plus bas que les bénéfices nets. Bon, moi, je pense que Compagnie des Alpes, le gros de l'expansion de multiples ici a déjà été faite. Il n'y aura pas beaucoup plus de potentiel. Maintenant, on peut être intéressé par le dividende qui est quand même relativement sécurisé. Hop, on continue avec Elopak. Eux, ils font de l'emballage. On est sur 1,3 milliard de dollars de market cap. C'est une boîte qui est norvégienne. Alors, elle n'est pas cotée depuis plus de 5 ans, donc on n'a pas la croissance du chiffre d'affaires sur cette période. 9 en VE sur EBITDA, 22 en PE. Pas de free cash flow à signaler, ils sont négatifs. Bon, c'est pas grave, ça peut être. Si c'est ponctuel, c'est pas très grave. C'est pas value pour autant, hein. À nouveau, là, ça commence à être cher dans un portefeuille value. 10,3% en moins de capitaux investis, bonne rentabilité quand même. 2,3 fois les bidas en dette nette. Bon, c'est un petit peu lourd, mais on n'est pas sur des niveaux inquiétants. 2% de rendement du dividende qui ont été versés à crédit, parce qu'il n'y a pas de free cash flow. Pour assurer le pack, c'est une position qu'ils ont depuis pas mal de temps, il me semble, hein. Donc je pense que là, ça commence à être un petit peu cher et ils vont commencer à s'alléger. Voilà. C'est pas intéressant pour moi d'un point de vue value. On continue avec Sinsam. Alors eux, ils font, hop, je regarde, Specialty Retail. Donc ils font du commerce de détail spécialisé. Qu'est-ce qu'ils distribuent spécifiquement? Si vous le savez, dites-moi en commentaire. 941 millions de dollars de market cap. On n'est pas coté depuis plus de 5 ans, donc on n'a pas la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, les multiples sont là raisonnables, on va dire. On est à 8 en VE sur EBITDA, 26 en PE, 14 en price to free cash flow. Bon, c'est pas excessivement cher non plus. D'un point de vue value, ça commence à être un petit peu, mais bon, rien d'exceptionnel non plus. On est sur 11,3% de rendement des capitaux investis. Donc la rentabilité est plutôt pas mal. 1,6% de dette nette sur EBITDA, c'est pas très cher. Pardon, des bêtises, c'est pas très endetté. Donc on est à un niveau d'endettement raisonnable ici. 2,9% de rendement du dividende.
ce qui est plutôt pas mal, et des free cash flow au double des bénéfices nets, donc ce dividende est soutenable. Bon, on est ouais, sur un dossier qui, pour moi, ça n'a pas sa place dans un portefeuille value. Ça commence, à mon avis, il devrait commencer à l'alléger par la suite. Ça commence à être un peu, bon, ouais, après, non, ça va. 7,6, c'est pas très très cher non plus. C'est pas, à mon avis, un niveau d'entrée, c'est peut-être pas encore un niveau d'allègement. Voilà ce que je pourrais dire. Clinica Balia, donc on est sur le réseau de cliniques ophtalmiques en Espagne. Très belle boîte, hein, très très belle boîte. On est sur 852 millions de dollars de market cap, 21% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est quand même pas mal, hein. 10%, 10 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Bon, ça commence à être très cher. Là voilà, on est sur croissance à prix raisonnable. Ça commence à être cher, pardon, je m'entends. En termes value, ça commence à être cher. Mais c'est raisonnable, hein, c'est pas non plus exorbitant. Pareil, 18 en PE, 17 en price to cash flow, ce ne sont pas des multiples non plus exorbitants non plus. Voilà. On est sur 26,5% de rendement des capitaux investis, c'est une très forte rentabilité, donc ça c'est très très bien. 0,3 fois l'EBITDA en dette nette, il n'y a pas beaucoup de dettes à signaler, 7% de rendement du dividende, mais attention, le payout ratio est élevé, même si on regarde par rapport au free cash flow. Ce niveau de dividende n'est pas soutenable. Moi, je pense qu'il vaut mieux tabler sur la moitié, hein. 3,5%, ça serait plutôt raisonnable. Donc peut-être que ça va baisser par la suite. Plus de Cabalia, c'est un dossier emblématique des investisseurs qualité, croissance, prix raisonnable, mais pas pour un investisseur value. Donc je pense que là, pour un investisseur, ça doit les démanger d'alléger la position, hein, côté indépendance AM, mais pour l'instant, ils ont l'expansion de multiples, donc ils se laissent porter, hein, ça fait partie de leur stratégie aussi, ils l'ont dit déjà. Quand on a atteint notre cible de multiples de valorisation, on commence à alléger, mais très lentement pour bénéficier du momentum. Et d'après les études que William Higgins cite, ça permet d'améliorer la performance du portefeuille. Ça, c'est pour vous aussi. Quand vous investissez en stock picking et que vous faites de la value, les autres styles d'investissement, j'en parle pas parce que je connais pas bien finalement. Moi, je suis plutôt investisseur value. Quand vous faites de la value, ne coupez pas votre position immédiatement après avoir atteint le multiple cible, mais laissez-vous porter. Ça va améliorer votre performance. Alors, ensuite, on est sur Scanfil, société finlandaise. Alors attention, Finlande, c'est près de la Russie, hein. Voilà, moi je dis ça en passant. On est sur de l'équipement électronique, 809 millions de dollars de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc la croissance est plutôt, on va dire, moyenne, mais elle est présente. Les multiples sont chers. Pour une valeur, en tout cas en VE sur EBITDA, à quasiment 10, ça passe sa place dans un portefeuille value. 19 en PE, 11 en price to free cash flow. Bon, ça doit être une boîte qui fait plutôt moins de dépenses en capital qu'avant, donc des free cash flow qui sont plutôt supérieurs aux bénéfices nets. Pour autant, le multiple de valeur entreprise sur EBITDA m'empêche de considérer ça comme une opportunité value. On va dire que c'est plutôt, j'allais dire croissance à prix raisonnable, mais 5,2%, c'est pas énorme non plus, hein. 11% rendement des capitaux investis, bon, bonne rentabilité, quasiment pas de dette à signaler, dividende soutenable. Bon, moi je pense qu'il y a mieux à faire. Voilà, il y a mieux à faire, hein, comme opportunité. On continue avec, hop, je défile un petit peu, avec ensuite Next Geo Solutions. Donc là, c'est l'ingénierie. On est sur 676 millions de dollars, pardon. Alors eux, ils vont être dépendants de la dépense en capital dans le pétrole et dans le gaz, hein. C'est lié quand même au pétrole et au gaz. De mémoire, ils ressemblent aux anciens CGG, hein, Viridien. C'est à peu près le même business de mémoire. On est sur une cotation qui n'a pas plus de 5 ans, puisqu'on n'a pas la croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, 6 en VE sur EBITDA, 15 en PE, 21 en price to cash flow. Le multiple de VE sur EBITDA, lui, est value. C'est celui que je préfère. Donc, bon, moi, je considérais ce dossier comme étant value. 35 en rendement des capitaux investis. Bon, c'est pas un métier intensif en capital, mais c'est quand même énorme, hein, comme rentabilité. Ouais, c'est très très bien, hein. Pas de dette à signaler, pas de dividende non plus. Bon, plutôt pas mal, hein, ce dossier. Plutôt pas mal. Pas mal. Après, c'est cyclique, ça va dépendre évidemment de la fluctuation des matières premières, en fait, des hydrocarbures. En fait, on dit que les parapétroliers, ils ont un bêta. Donc le bêta, c'est, on va dire, la sensibilité en fait, de combien on amplifie le mouvement de marché. Ils ont un bêta qui est supérieur, donc on va mettre bêta para, et ils ont un bêta qui est supérieur au bêta des pétroliers. Donc on va mettre ONG. Parce que en fait, les pétroliers, ils vont faire de la dépense en capital élevée quand les hydrocarbures sont à des niveaux élevés, parce que ils vont gagner beaucoup d'argent, donc ils vont prévoir d'investir plus pour à nouveau augmenter les volumes de production. Et donc, qui bénéficie de cette dépense en capital, ce sont évidemment les parapétroliers. Et quand on a un prix des matières premières, les hydrocarbures qui est bas, ils coupent leurs dépenses en capital. Et donc, les parapétroliers, ils ont moins de carnet de commandes, et donc ils baissent plus. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le bêta des parapétroliers est quand même
supérieur à celui des pétroliers et donc ça va amplifier, alors pas le mouvement de marché en soi, enfin pas le mouvement du marché des actions, mais le mouvement du marché, des hydrocarbures, hein, donc voilà. On est corrélé évidemment aux variations des hydrocarbures en les amplifiant assez fortement. Donc ça, c'est à garder en tête. ICOP, société italienne, on est dans l'ingénierie aussi, on est sur 672 millions de dollars de market cap, 14% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est une forte croissance. Alors, qu'est-ce que ça fait dans un portefeuille value ça? On est très cher là. Est-ce qu'ils ont fait une mauvaise publication et du coup les multiples sont partis au plafond parce que, bah, l'EBITDA est faible ou les bénéfices sont faibles? Possible. Donc ouais. Bon après, rendement des capitaux investis à 13%, c'est pas mal. Cash net sur le dossier, bon ça diminue le risque. Pas de dividende à signaler. Bon pour moi c'est voilà, ça a pas sa place dans un portefeuille value ça. Ça devrait sortir. Donc plutôt à l'écart. Hop, on continue avec Hansa, société suédoise. On est sur les équipements électroniques, 611 millions de dollars de market cap, 18,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. La croissance est forte. Les multiples sont relativement élevés. Pourquoi? Parce qu'on a encore ça en portefeuille alors que c'est pas value. On est à 7,8% en moins des capitaux investis. Bon, rentabilité plutôt moyenne, on va dire. À mon avis, ça c'est bon. Si ça doit être intensif capital. Allez, disons que c'est convenable, mais c'est pas exceptionnel. 2,3 fois les bidas en dette nette, quand même un peu de dette à signaler. Un dividende plutôt symbolique, hein, 0,6%, c'est pas exceptionnel. Bon, ouais, je comprends pas pourquoi. Ça, à mon avis, ça n'a pas sa place dans un portefeuille value non plus, ni dans une watchlist value. Pour l'instant, les multiples sont trop élevés. Tubacex, on est sur le Vallourec espagnol, on est sur une small cap, 538 millions de dollars de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il y a un fonds de croissance, mais rien d'exceptionnel. Niveau multiple, bon, c'est pas value pour autant, on a des free cash flow qui sont négatifs, bon, ça va, il faut voir si c'est structurel ou ponctuel, mais je pense que c'est ponctuel, donc c'est pas vraiment un souci. Voilà, 6,3% dans les capitaux investis, rentabilité, on va dire moyenne. Bon, c'est intensif en capital aussi, hein, donc on va dire que c'est plutôt moyen, c'est pas non plus catastrophique, hein, c'est pas voilà. Attention à la dette, 3,3 fois l'EBITDA en dette nette, ça c'est un petit peu lourd si alors il faut toujours regarder, est-ce qu'il y a des loyers qui sont inclus là-dedans, mais c'est un peu lourd si c'est s'il y a pas de loyer inclus, si c'est la dette financière, si c'est du levier financier ici, c'est quand même un peu élevé, hein. Donc attention, beaucoup de dividendes à payer, donc 8,7% du dividende, ça a été versé à crédit, donc ça fait monter la dette. C'est pas une bonne allocation du capital, hein. Donc s'ils font ça ponctuellement, OK, ça marche. Mais s'ils le font, régulièrement, là, ça va être, plus compliqué, hein, parce qu'on ne peut pas continuer à s'endetter pour verser du dividende. Niveau multiple, ça a rien d'attractif, je trouve, pour un portefeuille value. Donc je pense que Tubacex, moi, je serais plutôt à l'écart. Origin Enterprises, ça, c'est une société irlandaise. On est sur 482 millions de dollars de market cap, donc c'est une mid cap, une small cap. 3,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, ça, c'est un secteur qui a pas beaucoup de croissance, hein. On est sur les produits, sur la nourriture. 7 en BE sur EBITDA, 9 en PE, 26 en price to free cash flow. Bon, ça, je pense que ça vient d'une dépense en capital élevée, c'est pas très grave. On est value, voilà. Moi, je pense qu'on est value sur ce dossier à 7 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 9,5% de rendement du capital investi. Très, très bien. Bonne rentabilité opérationnelle. On est sur une grosse dette. Bon, ça sent les obligations locatives, hein. Donc, je pense qu'il ne faut pas traiter cette dette, il ne faut pas regarder cette dette à ce niveau-là. Il faut aller regarder l'endettement financier dans les rapports financiers. 4% de rendement du dividende, mais c'est des free cash flow très peu élevés. On a versé ça à crédit, je pense. On est allez, 3 fois, peut-être non, on a peut-être versé 100% des free cash flow, donc peut-être pas à crédit, mais bon. Voilà, c'est limite. Bon, faut regarder l'endettement, à quel niveau se situe. La valorisation est value, mais en limite value, il y a pas de croissance. Bon, je pense qu'il y a quand même mieux à faire quoi, que ce dossier. Campagne, on est dans les métaux et l'extraction des minerais. 442 millions de dollars de market cap. On est sur une small cap, énorme croissance. 28% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Comment c'est obtenu? Est-ce qu'ils ont fait une acquisition? Peut-être. Ou alors est-ce qu'ils ont une croissance organique énorme? Vu le secteur, bon, c'est possible, hein, c'est possible après. 6 en BE sur EBITDA, 8 en PE, 28 en price to free cash flow. Bon, ça c'est value, ça c'est value, ça c'est pas value, mais à mon avis, toujours la même histoire, dépenses en capital élevé ponctuelles, à vérifier, hein, bien sûr, quand je dis ça, c'est une hypothèse, hein, c'est jamais, c'est pas lu les rapports financiers, donc c'est à vous de regarder. Donc on n'est pas sur des multiples très chers, on est value sur ce dossier, 21% en moins du capital investi, c'est très bon. 0,4 fois les dividendes net, pas beaucoup de dettes à signaler, 1,8% de rendement du dividende. Il est peut-être soutenable après, hein. Si on regarde, on est sur peut-être 4 fois. Ouais, c'est soutenable ce niveau de dividende en réalité. Donc bon, il n'est pas très intéressant après à ce niveau. Pourquoi pas?
Ça, c'est un dossier value, plutôt cyclique à mon avis, mais voilà, le multiple reflète la cyclicité et la qualité a l'air d'être au rendez-vous, hein, bonne rentabilité. Donc ça se met en watchlist à mon avis. Après, on continue avec Campaign. Non, pardon, j'ai déjà dit Campaign, excusez-moi. Riway Group Construction and Engineering. Donc là, on est aussi dans l'ingénierie. 433 millions de dollars de market cap. Pas de croissance, enfin pas de dispo, la croissance. Donc on n'est pas coté depuis plus de 5 ans sur cette boîte. Il faudra regarder spécifiquement. Bon, en VE sur EBITDA, on a 12, 23 en PE et 223 en free cash flow. Pardon, ça, je trouve que c'est un peu cher. C'est raisonnable, encore raisonnable comme valorisation. Moi, à ma limite, je vous rappelle mon échelle. On va dire que 7, en dessous de 7, on est value. Hop, sur entre 12 et 7, moi, je pense qu'on va être raisonnable. Hop. Et après, on va être cher, hein, pour moi. Alors ça, c'est mon échelle perso. C'est applicable, je pense, en Europe. Aux États-Unis, on est plutôt sur des multiples plus élevés. En Asie, on est encore sur des multiples plus faibles, hein, donc on peut ajuster. Peut-être qu'en Asie, 5, ça serait la borne basse value. Mais voilà, donc quand on est au-dessus, on commence à s'approcher de 12. Moi, je trouve ça trop cher, hein, en Europe. Mais bon, c'est mon échelle personnelle, évidemment. Allez. Donc là, on est limite raisonnable. Attention, c'est un petit peu cher. 13,3% rendement du capital investi. 1,5 fois l'EBITDA en dette nette. Donc bonne rentabilité opérationnelle. Un petit peu de dette, mais rien d'inquiétant. Pas de dividende déversé. Bon, je pense, voilà. Moi, c'est pas ma typologie d'investissement. On est plutôt sur la croissance après. Ouais, alors je sais même pas pour la croissance, mais je pense qu'il y a de la croissance. Bon, plutôt à l'écart de ce dossier par rapport à ma stratégie d'investissement. Ensuite, on est sur Ayla. Donc eux, ils font du fret aérien. Et ils font aussi des pièces. Voilà, des pièces de rechange de mémoire. 371 millions de dollars de market cap, on se rapproche du... Bon, on est encore sur une small cap. 16,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc la croissance est forte. On a des multiples plutôt élevés. 12 en VE sur EBITDA, 21 en PE. En termes de price to free cash flow, il n'y en a pas, il n'y a pas de free cash flow, dépenses en capital élevé, comme d'habitude. Bon, pour moi, ça n'a pas sa place dans un fonds value, hein, comme la boîte précédente. Ça, c'est de la croissance à prix raisonnable. Donc peut-être qu'ils sont en train de s'alléger. À mon avis, ils sont... Voilà. Si la croissance se maintient, ça veut dire qu'il y a d'expansion multiples. Bon, je pense qu'il commence à s'alléger un petit peu sur ce dossier, qui commence à être chèrement valorisé. Bonne rentabilité à signaler, 16% en monnaie capital investi, c'est bien. 1,3 fois l'EBITDA en dette nette, pas trop lourd. 1,9% en monnaie dividende, mais qui a été versé à crédit. Bon, donc ça, c'est pas très intéressant. Voilà. Ça n'a pas sa place dans un fonds value, moi, ni dans une watchlist value. À ce niveau, on est un peu trop cher. Orsero, je pense que je vous en ai parlé, mais peut-être que je me trompe. Dites-moi, hein, je n'aurais pas la prétention d'avoir trouvé mais avant eux, mais je pense que j'ai trouvé Orsero via mes Skinner avant qu'il apparaisse dans le fonds Europe d'Independence Line. C'est une boîte italienne qui est spécialisée dans la distribution de fruits et légumes. J'adore ce genre de business parce que c'est pas intensif en capital. C'est la stratégie du nénuphar. Donc, on va faire des petites acquisitions à droite à gauche pour consolider son réseau de distribution. Surtout, c'est hyper simple à comprendre. C'est on fait de la distribution de fruits et légumes. Donc, on achète, on se fournit, on trouve des fournisseurs et on distribue. Moi, j'aime bien ce genre de dossier. Voilà. Après, c'est mon avis personnel. 357 millions de dollars de market cap. On est sur une small cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, forte croissance. Enfin, ouais, forte croissance. Et c'est value pourtant, hein. 5 en VE sur EBITDA, 10 en PE, 10 en price to cash flow. Donc on n'est pas très cher. C'est pour ça que j'aime bien ce petit dossier. 8,4% en du capital investi. Donc la rentabilité, à ce niveau, c'est correct, on va dire. C'est pas exceptionnel non plus, hein. Parce que, voilà, si quand même. La distribution, vous avez des actifs immobilisés puisque vous avez des entrepôts et compagnie. Si vous êtes propriétaire des murs. Par contre, en BFR, il faut voir. Est-ce qu'ils ont un besoin en fonds de roulement positif ou pas? À cause des stocks, je pense que oui. Bon, voilà, donc voilà, allez, je révise ce que je dis. 8,4%, on va dire que c'est plutôt convenable pour une boîte qui est quand même assez intensive en actifs immobilisés et en besoin en fonds de roulement. Donc, ok, pourquoi pas. 0,9 fois l'EBITDA en dette nette, donc pas beaucoup de dettes à signaler. 2,3% de rendement du dividende soutenable via les free cash flow qui sont légèrement supérieurs au bénéfice net, mais bon, soutenable. Donc Orsero, moi j'aime bien, voilà. Mais c'est un biais personnel, hein. C'est pas que c'est un meilleur dossier que d'autres. Alors, c'est un meilleur dossier que d'autres dans la liste, mais il y en a aussi des équivalents. Et c'est plutôt, moi, ce que j'apprécie, c'est plutôt la simplicité du modèle d'affaires. Et en plus, il distribue des fruits et légumes. Donc c'est un produit de première nécessité, c'est de la consommation non discrétionnaire. Donc bon, il y a quand même de la demande plus ou moins récurrente. Voilà. Mais bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement.
Je ne donne jamais de conseils en investissement dans cette vidéo. Je vous invite simplement à aller creuser des rapports financiers d'entreprises que je pense être intéressantes. Je continue avec Italian Exhibition Group. On est dans les médias, donc ils font de l'événementiel. On est sur 305 millions de dollars de market cap, 14% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. La croissance est forte. 5 en VE sur EBITDA, 9 en PE, 13 en price free cash flow. Bon, alors ils ont peut-être fait une dépense en capital qui est élevée parce que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Comme c'est des small cap, après là, moi je m'attends à ce que les small cap elles fassent plus de dépenses, plus de capex que les mid et larges. Hein. Et ce qui est normal, hein, puisqu'ils ont encore de la croissance organique. Bon, en tout cas, c'est value pour moi. On est à 15 à rendement et capital investi, c'est très bien. Bon, ils sont pas très intéressés sur la capital, mais bon, c'est quand même une bonne rentabilité. Alors là, la dette, je pense que c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas, il faut pas du tout prendre ce chiffre-là. Il faut aller regarder dans les rapports financiers. Donc là, ça, c'est complètement de l'obligation locative hein, là-dedans. Pas se faire avoir. Donc il faut aller voir à quel niveau se trouve la dette financière pour TIG, pardon, Italian Exhibition Group. 2,4% de rendement du dividende. Bon, il est soutenable ce dividende, même s'il n'est pas à 21%, mais au-delà de payout ratio, mais ça reste correct. Donc, pourquoi pas? C'est value, cette petite boîte. Puis après, c'est du service. Bon, événementiel, est-ce que c'est récurrent? Ça dépend aussi. Hein, non, ça va dépendre quand même de la dépense en marketing, je pense, voilà, des clients. Donc, peut-être que c'est peut-être un business un peu cyclique. Voilà. Allez, Moui Construct, société belge que je détiens en portefeuille. Bon, c'est mon biais personnel, j'adore ce modèle d'affaires. On est ici dans l'ingénierie du bâtiment, donc c'est un business voilà, c'est pépère. Ils ont pas mal accès à la commande publique, donc ça permet de aussi se décorréler du cycle d'investissement résidentiel des ménages, on va dire, et du privé aussi, puis des entreprises. Donc ça leur apporte une bonne visibilité dans les cash flows. Ils sont alors on est sur une small cap, bon, allez, presque une micro cap, non, une small cap à ce niveau-là. 266 millions de dollars de market cap, 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il y a quand même un fond de croissance, une croissance soutenue, c'est sympathique, c'est très peu cher en flux, 4 en VE sur EBITDA, 10,5 en PE, 14 en price free cash flow. Voilà, c'est pas très cher. L'avantage qu'ils ont, eux, c'est comme ceux qui font l'ingénierie au-dessus, hein, c'est qu'ils ont un modèle d'affaires, besoin en fonds de roulement négatif, donc on leur donne du cash, donc c'est pas leur cash, mais ils peuvent, donc ils le dépensent en fonction de l'avancement des projets, et en même temps, ils peuvent placer ce cash-là. Et l'intérêt de Bouygues Construct, c'est qu'ils peuvent investir 25% de leur trésorerie en bourse. Donc en fait, vous avez une sorte de hedge fund, un mini hedge fund dans cette boîte qui, chaque année, dégage du résultat financier, en plus du résultat opérationnel, tout à fait intéressant. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas un conseil d'investissement, comme d'habitude. Hein. On est sur 17% de rendement des capitaux investis, donc la rentabilité opérationnelle est très bonne. Enfin, bonne, on va dire. C'est un business qui n'est pas forcément très intensif en capital, mais bon, voilà, au-delà de 15%, on est bien hein, quand même. Alors, on est à 1,7% de rendement du dividende, mais ils ont lancé des dividendes spéciaux aussi. Donc sur 2025, on aura plus de rendement. C'est pas très intéressant d'avoir du dividende parce que c'est belge et la retenue à la source belge, elle est énorme. Donc voilà, moi je préférais ne pas avoir de dividende du tout. Ils feront certainement jamais de rachat d'actions parce que c'est très peu liquide. Ça cote au double fixing à la bourse de Bruxelles. Donc bon, il n'y a pas de liquidité du tout. Donc ils font pas de rachat d'actions. Bon, ils versent du dividende, d'accord. Bon, je pense qu'ils. Après, c'est normal de verser du dividende, ça reste un niveau plutôt faible actuellement. Ça, c'est bien. Voilà, moi, je suis plutôt content d'avoir ce dividende à ce niveau aussi faible. Après, ils ont lancé les dividendes spéciaux, bon, pourquoi pas. Moi, j'aurais préféré qu'ils gardent la trésor et qu'ils continuent à l'investir en bourse pour moi, vu qu'ils ont des rendements en bourse complètement satisfaisants. Bon, donc ce dividende est soutenable. Voilà, Mori Construct, moi, je trouve que ça a complètement sa place dans une watchlist value. Allez, Homer, on est SPA, donc c'est une société italienne, on est on va dire dans l'industrie, ils produisent des outils, des machines-outils. 159 millions de dollars de market cap, on est sur des micro-caps. Maintenant, 20% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, la croissance est forte. Bon, les multiples sont relativement value, on va mettre de côté les free cash flow qui sont affectés, à mon avis, par des dépenses en capital. Mais voilà, on est relativement value, on va dire, sur la valorisation. 17% dans le capital investi, très bien, c'est intensif en capital, c'est une très bonne rentabilité, pas de dette à signaler, 1% de rendement du dividende. Bon, ce dividende va monter par la suite. Voilà, ouais, pour l'instant, c'est pas un niveau très intéressant. Donc pourquoi pas, société plutôt cyclique industrielle. Voilà, c'est pourquoi pas, après tout. Pour avoir les microcaps, ce qui est pas mal, les microcaps, c'est qu'il y a du potentiel de croissance assez fort quand même. Allez, ensuite, on est sur Katana, donc ils font des bateaux de plaisance. Bon, on est sur 115 millions de dollars market cap, microcap, 19% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc du forte croissance, les multiples sont massacrés. On a 4 en VE sur EBITDA, 5 en PE. Alors les free cash flow sont impactés
pas la dépense en capital élevée, pourquoi pas si c'est ponctuel, je veux voir. On est value, on est complètement value. Le marché n'aime pas cette boîte, mais je pense que ça a raison aussi, hein. Le cycle est complètement, baissier pour, tout ce qui est, bateau de plaisance, hein, donc j'en parlais, donc on a Fountaine Pajot, on a Pénéto. Compliqué, compliqué, donc après bon, évidemment, c'est comme ça qu'on fait de l'argent en investissement value, hein. Il faut être contrariant. Bon, à ce niveau-là, je suis pas sûr que ça baisse beaucoup plus, hein. Donc le seul risque que vous avez, c'est que les l'EBITDA ou les résultats nets baissent. Sinon, à ce niveau de multiple, à résultat net ou à EBITDA, constant, on va dire, vous êtes bien protégé, hein, donc c'est pas cher du tout. Bonne rentabilité, 22% dans les capitaux investis, c'est très bien. 0,7 fois l'EBITDA en net. Pas trop de dettes à signaler, c'est bien en bas de cycle. 5,5% de rendement du dividende. Attention, ça a été versé à crédit. Donc par la suite, il faudra voir à quel niveau se trouvent les free cash flow. En termes de pilote ratio, en termes de bénéfice net, c'est soutenable, hein. Donc si les free cash flows reviennent à ce niveau-là, ça sera soutenable ce dividende. Bon, moi j'aime pas trop ce secteur, mais je comprends que ça soit intéressant d'un point de vue value, hein. Les multiples sont très bas. Ringmetal, on est à nouveau sur les machinerie. Donc en fait, ils produisent, c'est industriel en fait, hein. On est 63 millions de dollars de market cap, micro-cap, 8,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc la croissance est plutôt soutenue. En termes de multiples, on va dire que c'est relativement value, 7 en VE sur EBITDA, 13 en PE et 10 en price to cash flow, c'est pas très cher, mais c'est bon, voilà. Ouais, allez, on va dire que c'est value quand même, à ce niveau. 9,7% de rendement des capitaux investis, une bonne rentabilité opérationnelle quand même sur un métier intensif à capital, 2,4 fois EBITDA en dette nette, un petit peu de dette à signaler, attention, c'est un peu lourd. 3,9% de rendement du dividende soutenable via les free cash flow. Donc pourquoi pas. Pour avoir un dossier industriel qui bénéficiera, il faut voir s'ils bénéficieront de la dépense de défense et des plans de relance allemands. Peut-être que c'est le cas. Parce que là, il y aura de l'expansion de multiples. Et enfin, Edid San Felice, on est sur l'ingénierie, à nouveau, société italienne. 95 millions de dollars de market cap, donc on est sur une micro cap. C'est pas coté plus de 5 ans, donc il faudrait voir la croissance séparément. 9,2 en BE sur EBITDA, pas de free cash flow, résultat net à 6,8 millions de dollars. Bon, ça me donne un PE de 15. On va dire que là, on est plutôt sur la croissance à prix raisonnable, s'il y a de la croissance, mais je pense qu'il y en a. Sinon, d'un point de vue value, c'est un petit peu cher, hein. Bonne qualité, en revanche, 7,4% de rendement des capitaux investis, pas de dette à signaler et pas de dividende à signaler. Bon, moi je pense que ouais, ça se met pas en watchlist à ce niveau, c'est un petit peu cher. Et voilà, hein, donc pour cette revue, moi j'ai une préférence quand même. Alors je vais vous faire un top. Je vais vous faire un top 3, complètement personnel. J'ai plutôt un biais mid-cap pour les raisons que j'ai évoquées, hein, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur un peu plus de liquidité que les small cap, un peu plus de flux entrant, donc un peu plus de catalyseurs, on va dire, de potentiel d'expansion de multiples rapide. Alors que les small cap, les small cap, il n'y a pas vraiment de flux. Donc je continue à apprécier du Buzy, ça c'est pas mal. BZU, du secteur, c'est pas très cher comme secteur. J'aime bien. TUI, j'aime bien aussi. Le tourisme, ça marche pas mal en Europe, hein, pas forcément en France, mais en Europe, ça marche plutôt pas mal. Ils sont vraiment très bien désendettés. Ils rachètent des actions, j'ai l'impression, donc très très bien. En 3, pardon, la préférée, j'en ai parlé plus bas. Bon, je vais pas mettre Mouri Construct, hein, même si c'est évidemment, je l'ai en portefeuille, mais voilà, Orsero. Voilà, modèle d'affaires très intéressant. Donc bon, ça a effacé, mais je disais donc Buzy, BZU, je disais TUI et je mettrai en 3 Orsero, qui me semble quand même intéressante vu le modèle d'affaires. Alors, encore une fois, désolé pour cette vidéo un peu longue, mais j'aime bien être exhaustif dans ces revues de portefeuille, comme ça, vu qu'elles sont très suivies par les gens. J'espère que ça vous apporte des éléments de réflexion. C'est, comme d'habitude, uniquement une invitation à lire les rapports financiers, absolument pas un conseil en investissement, peut-être un conseil pour mettre en watchlist, mais c'est n'est que mon avis et je peux me tromper. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.